Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission de débat et de confrontation d'idées du Figaro Live. Je vous propose de découvrir tout de suite en images les 4 thèmes que nous avons choisi de traiter aujourd'hui. D'abord, ce choc frontal entre les féministes, 2 camps, pour faire court. D'un côté, Catherine Deneuve, qui avec une centaine d'autres femmes a écrit une tribune publiée dans Le Monde hier pour dire attention, dans cette opération de dénonciation générale des hommes, on risque de tout confondre, le viol avec la drague, les agressions sexuelles avec la galanterie. Puis de l'autre côté, les féministes pures et dures, va-t-on dire, comme Caroline Dehaas que vous voyez à l'écran, qui elles disent il faut être vigilant, quand on commence à excuser, on ne s'arrête plus. Nous parlerons aussi du Parti Socialiste qui a un nouveau candidat pour le diriger, Olivier Faure, le patron des députés socialistes à l'Assemblée. Le PS est-il récupérable ou irrécupérable alors qu'il est en train de faire ses cartons puisque le siège de la rue Solferino a été vendu. Nous parlerons aussi du Front National. Il y a un grand débat qui agite ce parti actuellement. Faut-il ou non changer le nom? Faut-il s'appeler d'un autre patronyme que Front National? Marine Le Pen est plutôt pour, d'autres sont contre. Nous essaierons de prendre parti dans ce débat et puis nous parlerons des neurosciences. Elles sont à la une du Figaro ce matin. Les neurosciences vont-elles sauver l'école? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, vient d'installer un conseil scientifique présidé par un spécialiste de ces sciences cognitives, ces neurosciences qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants, de préférence pour leur faire avoir de meilleurs résultats. Nous allons parler de ces 4 sujets avec nos invités. Guillaume de Monjou, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Philippe Meyer, que nous sommes très heureux d'accueillir ce soir. Les autres aussi, mais Philippe, parce que c'est la première fois, en tout cas, quand j'ai le plaisir de présenter cette émission. Vous êtes journaliste, écrivain, animateur du Nouvel Esprit Public, disponible en podcast chaque dimanche sur Internet, et auteur des Gens de mon pays, publié chez Robert Laffont. Denis Tillinac, bonsoir. Nous sommes aussi très heureux de vous retrouver. Écrivain, journaliste, essayiste. Votre dernier livre est paru il y a quelques jours. Et ça s'appelle Caractériel. C'est un roman avec un peu de vous-même quand même. J'ai cru le découvrir en tout cas. Publié chez Albin Michel. Et puis bienvenue aussi à Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Vous aussi, vous publiez un nouveau livre paru il y a quelques jours. J'accuse, 1898-2018, permanence au pluriel de l'antisémitisme. Et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Je vous propose de parler donc de ce combat entre féministes, je le disais, donc des femmes d'horizons assez divers. Catherine Deneuve parce qu'elle est très connue, mais aussi notre amie Elisabeth Lévy ou Catherine Millet ont publié donc cette chronique dans Le Monde d'hier, en disant attention, n'allons pas trop loin dans la dénonciation et méfions-nous du féminisme qui est une forme de haine des hommes. Cette tribune a valu une réponse assez vive des féministes qu'on peut peut-être qualifier de radicales, chacun en jugera, notamment Caroline Dehaas. Elle était ce matin au micro d'Europe 1. À chaque fois que vous banalisez ou vous délégitimez en fait ces violences-là, moi je pense qu'en effet, vous laissez plus de place aux agresseurs et moins de place aux victimes. Dans cette tribune qui a été publiée dans Le Monde, on retrouve en gros tous les stéréotypes, toutes les idées reçues qu'on scoltine tous les jours à la machine à café au bureau ou dans les repas de famille. Vous savez, cet oncle un peu gênant qui vous dit mais on peut plus rien dire, etc. Ça s'appelle des idées reçues. D'abord, on peut dire encore beaucoup de choses. Il y a encore malheureusement, moi je pense, beaucoup de choses racistes, sexistes, homophobes qui peuvent être dites dans des médias ou dans la parole publique. Cher Guillaume de Monjou, on vous apprécie trop pour vous réduire à votre rôle de femme, mais il se trouve que vous êtes la seule sur ce plateau ce soir, donc j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez envie de prendre parti dans ce débat? Est-ce que vous êtes plutôt Catherine Deneuve ou Caroline Dehaas? Moi, j'ai l'impression que je ne peux que refuser de choisir mon camp, et parce que je trouve que ce sont 2 caricatures. Et il me semble qu'en fait, la question, elle est intéressante parce qu'elle est soulevée par des groupes de femmes. Donc, c'est des femmes qui parlent des hommes, en fait. C'est des femmes qui parlent entre elles des hommes, qui débattent sur est-ce que les hommes sont des porcs ou est-ce qu'ils n'en sont pas. Et donc, c'est ça qui me semble tout à fait intéressant dans ce débat. Mais je trouve que c'est un débat qui n'est pas du tout au bon niveau, et je trouve que dans cette histoire, on oublie que chaque cas est particulier. D'ailleurs, quand on écoute Caroline Dehaas, je trouve que c'est frappant. Elle fait vraiment des amalgames en disant que ça ressemble à ce type de conversation qu'on a autour de la machine à café qui vous gêne un peu dans les repas de famille. Non, chaque situation est singulière. Chaque fois, c'est une relation entre 2 personnes qui s'installent et qui se grippent ou pas. Mais je crois qu'il faut faire confiance à la capacité aussi qu'ont les femmes d'éconduire de façon habile, intelligente, et sans se sentir pour autant
profondément meurtries dans leur chair. Et donc je ne sous-estime pas le fait que des femmes agressées sont objectivement agressées et se sentent meurtries par cela, mais je pense que la plupart des cas sont des cas en fait solubles entre personnes individuelles et qui se sont pas mis au bon niveau. Et donc je crois que ce débat est un faux débat. Mais s'il fallait choisir, je dirais que je trouve ça très courageux de la part de Catherine Deneuve et de ce groupe de 100 femmes très éclectiques d'ailleurs, Rob Grillet. Enfin, on a vraiment affaire à une espèce de groupe assez hétérogène. Et bien, ce soit érigé contre cette espèce de puritanisme en effet, et cette volonté de faire de cette société française une société complètement sèche et froide en fait. Philippe Meyer. Écoutez, d'abord, je pense que Caroline de Haas a tort de dire que ce sont des idées toutes faites ou des idées reçues. Il y a 20 ans, j'étais à New York, je vais dîner chez des amis, et il y a là une avocate extrêmement sympathique, et on s'entend bien pendant le dîner, et elle me dit « Où êtes-vous logé ?» Je lui dis, elle me dit bah, « Je passe devant, je peux vous ramener. » Très volontiers. On descend, et dans le hall, je lui tiens la porte. Et je m'arrête pour la laisser passer. Et elle me dit, vous savez que je pourrais vous poursuivre pour ça. C'était une plaisanterie, mais ça ne l'était pas complètement. C'est-à-dire que si elle avait été autre chose que ce qu'elle était, elle aurait pu en effet me poursuivre pour une attitude discriminatoire. Et vous n'avez rien fait d'autre que lui tenir la porte. Rien sans le consentement de toutes les parties. Mais c'est-à-dire, ça m'avait évidemment frappé, au point que je ne l'ai pas oublié, et qu'on voit bien le genre de vie que ça... à quel ça conduirait si on était là-dedans. Cela dit, ce n'est pas pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'est que qu'est-ce qu'on cherche à travers cette réflexion sur les attitudes des hommes à l'égard des femmes depuis l'affaire de Weinstein? On cherche à essayer de faire en sorte d'améliorer les choses et de les améliorer le plus loin possible. Il y a des gens qui, dans cette perspective, apportent des éléments de réflexion. Et sur ce plan-là, la tribune de ces 100 femmes, en effet très éclectique, m'a paru apporter des éléments de réflexion, y compris des éléments contre lesquels on peut penser soi-même. Celle qui est signée par Caroline de Haas et ses amis me semble avoir comme but, comme plaisir, j'allais dire comme jouissance, mais je ne sais pas où je vais me retrouver demain matin, la guerre civile. Alors, effectivement, si on veut la guerre civile, il s'agit de distribuer des postures, de distribuer des rôles, de distribuer la méchanceté et de dire on ne discute pas, ceux qui discutent sont d'ores et déjà des collaborateurs. Moi, je n'ai aucune envie de vivre dans cette société-là, d'autant plus que je trouve que d'une manière générale et très au-delà de la question du rapport entre les sexes, la tension dans la société est extrêmement forte, l'agressivité dans la société est extrêmement forte et cette qualité formidable qu'on appelle l'urbanité est quelque chose qui s'est beaucoup amoindri au cours des dernières années. Et je précise que la réponse de Caroline de Haas à laquelle vous faites allusion est disponible sur le site internet de France Info. On parlait de l'urbanité. Jean-Baptiste Emergent, qui est un garçon parfaitement urbain, du Figaro.fr nous a rejoint. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est aussi urbain sur les réseaux sociaux que sur ce plateau, le débat sur ce sujet? Oui, non, comme souvent, et même en général, c'est pas très urbain sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où les communautés s'affrontent. Bon, ça fait à peu près 24 heures que les mots volent, que les insultes fusent entre ces collectifs, qui à la fois un côté de collectif qui va soutenir Catherine Deneuve et sa tribune, un autre côté le collectif de Caroline de Haas, tout un ensemble de collectifs autour de Caroline de Haas qui sont quand même un peu plus virulents et plus mobilisés que du côté de Catherine Deneuve. Peut-être un gap générationnel, mais aussi un gap idéologique. J'ai pris un premier tweet qui vient de Loubna, qui se dit très déçu de Catherine Deneuve. Beaucoup de fans qui se disent un petit peu déçus ou alors choqués de la prise de position de cette femme qui n'avait pas énormément pris la parole sur le sujet. La politisation d'acteurs est assez souvent choquant. Ségolène Royal, elle qui est une actrice politique, trouve dommage que notre grande Catherine Deneuve se joigne à ce texte consternant. Pas mal de personnalités politiques. Marlène Schiappa, je crois, n'a pas encore pris la parole, ou la prendra-t-elle? On ne sait pas. La militante féministe Caroline de Haas, elle critique déjà naturellement hier. Elle dit les femmes qui signent une tribune dans Le Monde pour défendre le droit d'agresser sexuellement les femmes, donc elle regrette, et elle dit qu'avec un peu d'ironie que 2018 s'annonce bien. On pouvait un petit peu sentir qu'une tribune allait être dégainée aujourd'hui. Dans cette tribune-là, donc parue sur France Info, elle dit que cette tribune est un peu le collègue gênant et long, fatigant, qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure au micro. Et elle ajoute, alors c'est un petit peu long, mais je trouve que c'est important de le dire, nous avons le droit fondamental de ne pas être insultés, sifflés, agressés et violés. Nous avons le droit fondamental de vivre nos vies en sécurité, en France, aux États-Unis, au Sénégal, en Thaïlande ou au Brésil. Et ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et effectivement, elle internationalise un petit peu le sujet. Non, pardon, mais c'est une façon... On prend une réalité qui est inacceptable,
l'insulte, l'agressivité, la manifestation physique de violence. Et on transpose ça comme si c'était de manière permanente le type de relation qu'un garçon, quel que soit son âge, ou un homme, quel que soit son âge, se propose d'essayer d'envisager avec une partenaire qu'il espère consentante. Ou inversement. Mais enfin, il y a peu de plaintes sur la violence des femmes faites aux hommes, bien qu'il y ait des femmes qui battent leurs hommes. C'est une chose que j'ai découvert quand je travaillais en psychiatrie. Et quelquefois, elles sont très violentes, mais ce n'est pas le sujet. Donc, c'est à partir du moment où on transforme toute espèce de rapport de faire sa cour en un rapport d'insulte et de violence, alors évidemment, on a la réponse à sa question. Est-ce que c'est acceptable ? Ben non. Mais la tribune de départ était choc. Ça portait directement au physique de beaucoup de personnes. Caroline Dehaas est donc félicitée sur Twitter. Effectivement, la communauté est un peu plus mobilisée. Bravo pour cette réponse. Ouf, un grand merci, une tribune intelligente. Bravo et merci. Je tiens à rajouter quand même que la tribune de Catherine Deneuve avait été aussi félicitée. Pas trop sur Twitter, mais beaucoup sur le site du Monde. C'est ce que relevait tout à l'heure Guillaume. Donc beaucoup de merci. Partout, les communautés s'affrontent comme d'habitude, beaucoup de polarisation. Le seul point de différence, c'est que Catherine Deneuve est la grande Catherine et donc elle est connue dans le monde entier. Et là, donc on peut voir beaucoup de tweets et beaucoup de médias du monde entier qui relaient justement cette tribune, là où Caroline Dehaas n'existe pas. On a le Time, BBC Mundo, alors c'est en espagnol, peut-être que Guillaume pourra nous faire la traduction. Moi, je ne parle qu'allemand, donc je vais parler du Zeit, qui parle de la Schauspielerin, donc l'actrice Catherine Deneuve, qui alerte sur les femmes et les conditions des femmes. Et donc le vrai sujet et la vraie différence, et si on peut dire qu'il faut dire quelqu'un a gagné ou perdu, clairement Caroline Dehaas a perdu. Elle a gagné sur la mobilisation en ligne sur Twitter, mais c'est assez restreint au niveau mondial et international. La communauté des acteurs qui avaient déjà été sollicités reprend et c'est Caroline Deneuve qui gagne. Catherine Deneuve et pas Caroline Deneuve. Merci Jean-Baptiste Emergent, bienvenue à tous les internautes qui se connectent, bienvenue notamment au droitiste qui nous dit « on ne peut plus rien dire ». Mais si, cher ami, ici on peut dire les choses, la preuve c'est qu'on est là. Alexis Lacroix. Je ne pense pas tout à fait comme nos amis. Je rejoins plutôt le point de vue de Guyonne, pour le coup. Je suis évidemment le premier, d'ailleurs je l'avais dit à votre micro, Guillaume, je me souviens, avoir mis en garde contre le haro sur Weinstein. Car effectivement, il y a dans ces processus-là, si vous voulez, il y a toujours la tentation de la chasse aux sorcières et de la stigmatisation a priori. Mais je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de la liberté de draguer, puisque c'est ce que revendique, à juste titre pour les hommes, Elisabeth Lévy. Évidemment que la bande de Millet, etc., ont raison. Évidemment qu'on est entré dans un processus où il faut faire attention que les mises en cause du harcèlement ne débouchent pas sur un soupçon jeté a priori sur tout dragueur, comme on dit vulgairement, un peu lourd. Mais je ne crois pas que les féministes les plus engagées parlent essentiellement de cela. Et c'est pour ça, cher Philippe, que avec toute l'amitié que j'ai pour vous, je suis légèrement en désaccord. Je crois que les féministes les plus militantes, elles parlent d'autre chose. Elles parlent de situations où le harcèlement prend des formes physiques plus que lourdes, c'est-à-dire vraiment importunes. Et donc, je suis déçu, j'aime beaucoup Elisabeth Lévy, mais je pense qu'elle ajoute à la confusion de ces débats en disant « je plaide pour que la liberté du dragueur d'importuner ». Non, il n'y a pas de liberté du dragueur d'importuner. Si on est attaché, comme vous le dites, cher Philippe, à l'urbanité de la civilisation française, on doit savoir qu'il y a des manières de draguer qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas défendables. Et je ne crois pas que ce soit cédé, comme le fait Marlène Schiappa, par exemple, à un totalitarisme d'un nouveau style néo-orwellien, comme disent pour nous effrayer tous les néo-réactionnaires de service qui écrivent ici ou là. Je ne crois pas que ça soit cédé à ça que de mettre en garde contre les formes absolument inopportunes de drague. Vous avez, notamment dans les quartiers où sévit un certain islamisme, une manière de parler aux femmes, de toucher les femmes, même de les regarder, qui est inadmissible. Et donc mettre en cause cette manière-là, franchement, c'est pas faire reculer la décence commune chère à Orwell, c'est pas non plus toucher à l'urbanité de la civilisation française, c'est bien plutôt la renforcer. Alors par ailleurs, je suis d'accord avec vous, Caroline Dehaas est une idéologue étriquée, mais elle a face à elle des gens qui sont tout aussi idéologues et tout aussi stupides. Je n'ai aucune admiration moi, pour les combats de Catherine Millet. Je pense, si vous voulez, qu'on a le droit on a le droit de défendre la soumission masochiste, mais on ne peut pas confondre
on ne peut pas confondre des choses absolument privées avec des engagements sur des questions aussi délicates. Et donc, je ne fais absolument pas mien cette tribune, les positions affirmées par cette tribune du Monde. Je pense qu'elle est parfaitement excessive et qu'elle ajoute dans sa confusion à une sorte de confusion générale des esprits. En fait, on a affaire, à mon avis, et là je rejoins Guyonne, à deux positions totalement caricaturales et au clash, pardon de le dire comme ça, mais au clash de deux imbécilités. En tout cas, donc voilà, vous n'êtes ni l'un, ni de Neuve, ni de Haas. Vous ne pensez... Pardon. Voilà, Denis... Non, je veux juste dire, vous ne pensez quand même pas que Catherine Deneuve et les signataires de son texte défendent ce que vous fustigiez tout à l'heure. Il y a une ambiguïté. Quand Elisabeth Lévy, que j'aime beaucoup, qui est une amie, dit la liberté pour les dragueurs d'importuner, non, je suis désolé. La civilisation, c'est pas la liberté pour les dragueurs d'importuner. Vous nous l'avez dit. Juste un mot pour dire qu'il faut quand même noter qu'à cette tribune de Catherine Deneuve et des autres signataires, peut-être faudrait-il ajouter un certain nombre de réactions au licenciement d'un présentateur de jeux télévisés, qui lui-même, dans le genre grosse blague lourde, dont on pensait même que plus personne ne les faisait. Enfin, faut vraiment. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de prendre parti sur cette affaire-là, c'est de voir que dans cette affaire-là, comme dans l'autre, il y a dans la société un mouvement de gens qui disent attention à la. On est allé trop loin. Attention, oui, c'est ça, à la multiplication des règles. J'ai pensé à un truc, c'est une phrase du dialogue des Carmélites, que j'ai toujours trouvé un truc, où la mère supérieure dit à la jeune Blanche de la Force, qui voudrait être religieuse, mais qui probablement n'a pas ce qu'il faut pour, et la jeune Blanche lui dit, mais ma mère, la règle m'y aidera. Et la mère supérieure lui dit, ma fille, c'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. Merci. Denis Tillinac. Je vous passe la parole. Je salue les très nombreux internautes qui nous suivent, notamment sur Facebook, Lulu, Jeannette, Populus, Rachid. Et je vous cite cette intervention intéressante de JLR qui nous dit « Les gens croient que les féministes veulent interdire tout contact entre les hommes et les femmes dans la rue. Non, ils veulent juste que les hommes comprennent que non, ça veut dire non. Et c'est tout. On peut draguer, mais il faut respecter la vie des femmes quand elles disent non. » Denis. Oui, c'est pas facile de savoir a priori si un dragueur est... bien intentionné ou pas bon, il est intentionné. Non, mais s'il devient importun ou pas, on le sait qu'après. Ouais. Donc il faut bien qu'il tente quelque chose. Et qui va évaluer si quelque chose c'est trop ou juste assez ou pas? Vous ne pouvez pas le savoir. Non, le fond du problème, derrière tout ça, il fallait bien qu'il y ait cette tribune, parce que, bon, derrière un soi-disant combat féministe pour l'émancipation de la femme, qui a eu toute sa légitimité depuis 2 siècles qu'il existe, on a des radicalisés, idéologues, qui veulent nier l'altérité du masculin, du féminin. Jung aurait dit de l'animus, de l'anima. Ces relations entre l'animus et l'anima dans notre civilisation, ça a donné l'amour courtois, ça a donné la carte du tendre, ça a donné le romantisme, ça a donné tout un jeu subtil, délicat, littéraire, musical, pictural. Toute notre culture a été construite sur les relations de séduction, sur un éternel féminin qui est la femme concrète avec ses droits, mais qui est quelque chose qui la dépasse, quelque chose de plus inaccessible, quelque chose qui est tissé par le plus beau de notre imaginaire. C'est tout ça que sont en train de nier quelques... Donc il était bien que des féministes... Bon sang, je rappelle quand même que Catherine Millet ou Catherine Robbe-Grillet peuvent difficilement passer pour des carmélites, donc non, c'est pas mal. Alors le débat est tronqué parce que personne défend le viol, la violence faite aux femmes, les femmes qui se font tabasser tous les jours. Ça, c'est un combat légitime. Bon, mais le combat pour vouloir absolument neutraliser, banaliser le masculin et féminin pour fabriquer des femmes qui ne seront plus que des hommes au féminin, eh ben, ce combat est illégitime, il nous amène tout droit dans le meilleur des mondes d'Huxley, et ça, j'en veux à aucun prix. Donc, bravo pour cette... bien que je vois une passion pour Deneuve, je préfère quand même d'autres, qui, dans un autre combat, il y a quelques années, ont pris d'autres positions.
Guillaume, vous aurez le dernier mot. Non, juste sur en fait, ce que vous dites, Denis, est tout à fait, pour moi, juste et me renvoie à tout un imaginaire qui me plaît beaucoup. Mais je crois que l'arrivée des écrans au milieu des gens, les relations qui se passent par Internet, les relations amoureuses, le manque de relief de ce type de dialogue. Relation amoureuse par Internet, par définition. Mais les relations qui se nouent, la violence de ces relations-là, à travers les images choquantes, voilà, tout ça un peu fait voler déjà un peu en éclat cet aspect carte du tendre, imaginaire et tranquille approche, etc. Il faut le restituer. Donc, voilà, il faut le restituer. Il faut le réinventer. Heureusement, il reste... Il n'y a pas de relation d'amour sur Internet, mais il y a des relations de violence. De violence. Et là, pour De le prédation, coup, une espèce de libération de ce qui peut y avoir de plus brutal et de plus agressif à travers un vocabulaire. Non, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le moyen. Voilà, et d'ailleurs, il y a un Internet qui nous dit sur le chat du Figaro, Monsieur Tillinac, la civilisation française ne suppose-t-elle pas une drague physique oui, en tout cas, un contact réel entre les personnes, ça c'est certain. Quand j'avais 16 ou 18 ans, c'était les premières chansons de Johnny Hallyday, tout à fait tendres, bien trop timides, douce violence. On faisait des slows. Qu'est-ce que c'est qu'un slow, sinon un mime sexuel qui faisait qu'au bout d'une seconde et demie de danse, je me rêvais avec la dame dans un lieu plus discret. On a eu peur, Denis. Bon, c'était un contact physique. La drague, ça aurait été si j'avais collé la fille contre un sofa à son gré, en lui posant un beignet pour la sauter. Soyons clairs. Pas la drague, le harcèlement, vous voulez dire. Mais lui dire... on pourrait pas aller faire dodo dans ma chambre gentiment comme ça. Est-ce que c'est Non, j'ai pas dit que ça marchait, ça marchait pas. Mais est-ce que c'était de la drague? Est-ce que c'était de la drague inopportune? Est-ce que c'était de la violence? Bon, c'est des jeux comme ça. Sûr. La société, notre civilisation les a inventés. La civilisation chinoise en a inventé d'autres. La nôtre, ça passe par la séduction. Donc ça passe par il y a un moment où il y a un peu d'interdit, il y a un peu de transgression. Alors faut pas qu'elle soit violente, faut qu'elle soit délicate. C'est un jeu. Il y a des femmes qui disent non parce que c'est une façon de dire oui. D'autres, c'est un vrai non. Bon, mais on comprend. Merci. Faut arrêter quand même de se raconter des histoires. Voilà, vous le disiez. Bravo à cette tribune parce que le bon sens est... Voilà, on va... Je regrette que notre jeune confrère soit parti parce que je peux prévoir ce qu'on va voir sur Twitter à partir de ce qu'on vient d'entendre. Par exemple, je vois très bien comment on va découper une phrase de Denis pour la mettre sur Twitter et expliquer qu'il a décidé... Voilà, il faut l'accepter. Voilà, parce qu'il y a effectivement beaucoup de violence et de brutalité sur ce sujet sur Internet. Il y a aussi, au point de vue où on cite l'Animus, l'Anima et Bernanos pour essayer d'élever un peu le débat. Parlons d'un sujet peut-être un peu moins ambitieux, je ne sais pas, celui du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est-il irrécupérable? Il y a un peu de provocation dans cette question, mais vous savez que le PS fait ses cartons puisqu'il a vendu la rue de Solferino, son siège historique. Les candidatures se multiplient pour le diriger, mais on va dire les personnalités de premier plan comme Najat Vallaud-Belkacem ont jeté l'éponge. Alors, où en est le PS? Je vous propose de faire un petit point d'étape très rapidement avec Rachid Temal, qui est le coordinateur du Parti Socialiste, qui présentait ses vœux à la presse ce matin rue de Solferino en expliquant qu'il était en train de partir de la rue de Solferino, et Michel Sapin, l'ancien ministre socialiste bien connu, proche de François Hollande, qui lui était sur France Info. Regardez. Le cycle d'Épinay a vécu. Notre prochain siège devra répondre aux enjeux d'un parti refondé, plus ouvert, plus digital, plus décentralisé. Le socialisme n'est pas soluble dans le macronisme, que le socialisme ne s'est pas éteint ou n'a pas été porté à la tombe avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Nous venons de loin. Et nous continuerons à aller loin, même s'il y a des périodes, celle-ci en fait partie, particulièrement difficiles à vivre. Alors, ce que disait M. Sapin était intéressant. Le Parti socialiste n'est pas soluble dans autre chose ou remplaçable par autre chose. Il y a pour l'instant 3 candidats déclarés à la direction du parti. Luc Carvounas, Olivier Faure, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, et puis Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture. Je vous propose de découvrir cette citation d'Olivier Faure. Elle est extraite d'une interview à nos confrères du Monde de cet après-midi. Elle résume bien les choses. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre réaction. Qu'il s'agisse, personne plutôt n'a remplacé le Parti socialiste, qu'il s'agisse du libéralisme jupitérien, ça c'est pour Macron, du populisme protestataire, ça c'est probablement pour Mélenchon et peut-être un peu Wauquiez, ou du nationalisme identitaire, ça on imagine que c'est pour Marine Le Pen. Alexis Lacroix, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant cette réflexion, ça veut dire qu'il reste quand même
une spécificité idéologique du PS? Moi, j'en suis convaincu. Je sais qu'elle est, si vous voulez, ça couvre un territoire électoral qui est aujourd'hui rétréci. Mais il ne faut pas confondre le rétrécissement d'un territoire électoral et la disparition d'une sociologie. Donc il y a des idées, mais il n'y a plus d'électeurs. Attendez, il y a d'abord encore des électeurs, même si bien sûr c'est une poche aujourd'hui résiduelle, mais je suis en désaccord total et profond et de plus en plus affirmé avec ceux des commentateurs politiques, et qui sont d'ailleurs la majorité aujourd'hui, qui pensent que le macronisme a définitivement balayé le Parti socialiste. Et donc, de ce point de vue-là, je rejoins l'analyse de Faure. Mais après, la question est de savoir comment une refondation éventuelle de quelque chose qui occuperait la place stratégique du Parti socialiste, sans avoir forcément son nom, est possible. De ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec l'autre expert que vous avez passé, le secrétaire général. Je ne pense pas que la voie de la décentralisation, de la simple ouverture aux jeunes générations et, disons, au chat numérique va refonder le logiciel du Parti socialiste. Il va falloir un énorme travail doctrinal. Et ce travail doctrinal doit se faire, évidemment, dans une critique intelligente du macronisme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, le compte n'y est pas. Le Parti socialiste n'a pas élaboré cette critique intelligente du macronisme, car, il est, comme la droite, disons, des Républicains, largement piégé par le macronisme. Mais, en revanche, si un jour il choisissait la voie de la reconstruction d'un logiciel modernisé d'une gauche laïque et sociale, là, il y aurait une possibilité d'exister entre un front de gauche qui est en train de se délégitimer dans les aventures insoumises de Jean-Luc Mélenchon et un macronisme dont on sait bien que son centre de gravité est actuellement en train de se déplacer vers le centre droit et qu'à terme, il aura un problème avec le centre gauche. Et c'est peut-être évidemment à ce moment-là qu'il faudrait, mais on en est loin, que le travail de maturation des socialistes, qui va avoir lieu néanmoins, pourra avoir une chance d'aboutir politiquement. Mais attention à cette espèce de berceuse qui est évidemment dominante à droite, mais aussi chez les macroniens, consiste à nous dire, ça y est, le PS, c'est fini, ils peuvent mettre la clé sous la porte et fermer. Je n'y crois absolument pas. Et on va voir qu'à l'issue du macronisme, il y aura un retour d'un droite-gauche rénové. Et d'ailleurs, Wauquiez est en train de préparer à droite la rénovation de la droite, et elle aura lieu. Je vous livre deux points de vue d'internautes. Le droitiste qui nous dit, le PS sert-il encore à quelque chose? Il n'y a plus de militants, plus d'idéologie. Et XY16 qui nous dit, il faut se demander si on doit juger les anciens cadres de ce parti. Ils ont coulé le bateau. Tandis que Farouk nous dit, tant que les Français feront barrage au FN, le PS peut encore retrouver un second souffle. Denis Tilidac, le PS est-il malade ou moribond? Une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord avec mon ami Alexis Lacroix. Moi, je crois à la pertinence du clivage et je crois à sa pérennité. Il a toujours été ébrouillé, il a été par le général de Gaulle, là il l'est par Macron, c'est escatablement. Puis il y a toujours eu cette espèce de mythe d'un espace central qui relèguerait les extrêmes, les populistes de droite et de gauche. Bon, Giscard d'Estaing a essayé, ça lui a coûté son deuxième septennat. Bon, Macron, ça a mieux réussi. Moi je crois que la social-démocratie est une vieille famille. Sa sociologie est bien ancrée quelque part entre ce qui fut la classe ouvrière et une fraction des classes moyennes, en passant par la fonction publique, les employés, les enseignants. Il y a une sociologie, elle est stable. Et il y a sinon un fond idéologique, je dirais, un fond mental, une mémoire. Et donc je crois qu'elle se refondra. Soit depuis un PS qui va se rénover, changer peut-être de nom, un truc. Pourquoi pas Le Foll, lui d'abord, il a été réélu, il est enraciné dans un terroir. L'ancien ministre de l'Agriculture. Ouais, il a fait preuve de loyauté vis-à-vis de Hollande, ça n'aurait pas été le cas de tout le monde, donc ça serait Ce serait un bon patron. Si vous étiez socialiste, que vous êtes peut-être d'ailleurs, je l'ignore, vous voteriez pour Le Foll. Je n'ai jamais appartenu à un parti, un secte, une syndicat, une loge de N'oublie pas Julien Drey. Oui, Julien Drey qui est en embuscade, il y a probablement le préféré de François Hollande qui est Julien Drey. Alexis essaie habilement de reprendre la parole, mais elle était à Denis Tilidac. Ah non, pas du tout, c'était pour donner cette précision. Oui, je viendrai, il est valable, il a beaucoup de valeur, mais il est un peu trop farfelu de style. Le Foll, je trouve que c'est... Bon, puis moi, je suis provincial, donc j'aime bien... Je finis. Et d'ailleurs, Alexis m'a un peu précédé. Alors, soit ça se fera depuis le PS, mais pas avec Carvounias, Fort, je sais pas quoi, enfin ça c'est encore moins avec Vallaud-Belkacem, mais elle s'est désistée parce qu'elle a compris qu'elle serait battue, mais soit dans un centre-gauche à l'intérieur du macronisme. Parce qu'il y a un moment, quand même, les gens d'En Marche, et soit 80%, c'est les socialos.
C'est socialu reconverti, à l'image du petit Castaner, là. Bon, ils vont trouver quand même que le libéralisme globalisé, mondialisé, très Silicon Valley, il y en a un peu marre, là, que vraiment, ils vont se sentir agressés. À ce moment-là, une social-démocratie sera l'aile gauche du macronisme et elle se refera autour, peut-être de quelqu'un comme Castaner. Vous voyez, c'est ce profil. Mais de toute façon... Avec des valsistes. Avec des gens de Valls, ça peut être Valls, c'est après une traversée du désert, il a de la valeur aussi. Et de même que la droite, ça y est, c'est à peu près fait. Ça réussira aussi un peu, mais c'est fait autour de Laurent Wauquiez. La gauche, ça se fera. Il faudra 1 an ou 2. Guillaume de Montjoux, est-ce que vous avez un favori, un candidat pour la tête du Parti socialiste? Je réserve mon choix. Oui. Non, moi je trouve que c'est pas une triste parenthèse, c'est sûrement un signal salutaire de changement. Voilà, parce que je crois qu'un parti est profondément intellectuellement paresseux par essence. Paresseux, c'est-à-dire qu'il manque une pensée, il manque une capacité à renouer toujours avec sa base. On laisse des espèces d'arrivistes chercher à faire leur trou, à prendre du galon, à remplacer leur désir pour le pays, leur désir d'ambition en ambition on a l'impression que c'est vraiment un parti en soi, c'est presque condamné, à mon avis, à mourir de façon cyclique, puisqu'à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui se gangrène. Et je crois que le Parti socialiste qu'on a vu ces 5 dernières années, c'est exactement ça. Moi, je passais devant la rue Solferino à vélo, je veux dire, les gens qui sortaient, c'était comme des... Voilà, on a l'impression que c'est un lieu un peu comme ça, où on avançait un peu furtivement. C'est la nuit des morts vivants. Mais oui, je ne comprends pas comment on peut croire que dedans, il y a une pensée vivante, quoi, un désir vivant, une espèce de souffle, d'élan pour changer le pays, etc. Donc je crois que cette séquence qui est douloureuse, et je suis tout à fait d'accord avec Alexis sur le fait qu'il y a la place pour un débat avec cette gauche-là, cette gauche qui défend des droits et qui a vraiment un positionnement très particulier, qui est lié au congrès d'Épinay, qui est vraiment resté dans cette ligne-là. Je crois qu'il y a une place pour elle, mais je crois qu'aujourd'hui, tel qu'il est, il faut le pulvériser. Et beaucoup de personnes, des mitterrandiens le souhaitent vraiment, ont tout fait pour que ça périclite, et parce qu'ils savent que de ça ne peut surgir qu'enfin quelque chose de vivant. Nos internautes trouvent majoritairement que ça va être compliqué parce que, comme dit Omar, Macron a parasité les partis, tandis que Babina nous dit le PS est dilué dans la République en marche, et que Khalid Mounir nous dit le déclin a d'ores et déjà commencé avec l'arrivée de François Hollande à la tête de la République. C'était le début de la fin. Philippe Meyer, un avis sur ce sujet? J'ai pensé à cette histoire, vous savez, de l'oiseau qui, comme ça, sautillait dans un pré, puis il passe sous une vache qui lui lâche une bouse dans laquelle il est complètement englué. Et alors il se secoue beaucoup, et puis il chante, et chantant, pour appeler à l'aide, il y a un chat qui passe, qui le sort de la bouse et qui le croque. Et de cette histoire, on tire plusieurs moralités. La première, c'est que celui qui vous met dans la bouse n'est pas forcément votre ennemi. La deuxième, c'est que celui qui vous sort de la bouse n'est pas forcément votre ami. Et la troisième, c'est que quand on est dans la bouse, il ne faut pas chanter. Il me semble que Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce qu'elle a fait, me semble-t-il, et je crois que d'autres gens font la même analyse. Elle aurait pu y aller. Mais dans l'état actuel des choses, elle a pensé qu'il valait beaucoup mieux trouver un Aventin sur lequel se retirer, en l'occurrence une maison d'édition, pour pouvoir revenir éventuellement ou dans ce parti-là ou ailleurs. Là, franchement, à les entendre les uns et les autres, et Dieu sait qu'on les entend beaucoup en ce moment, où chacun affirme que ce qu'il faut au Parti socialiste, c'est un patron et une vision. Alors le patron, c'est celui qui dit il faut un patron, et la vision, il n'y a pas un mot. Donc, je pense qu'une grande cure de silence serait extrêmement profitable. Ensuite, est-ce qu'il faut, comme Guyonne vient de le faire, est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre l'avenir des idées que représentait le Parti socialiste et la capacité du Parti socialiste à les réincarner? Il y a quand même une chose qui est très importante, me semble-t-il, au Parti socialiste, c'est pas seulement qu'il y ait de moins en moins de militants, c'est que ces militants ne militent qu'à l'intérieur du parti. Et ils militent pour savoir qui va pouvoir être conseiller municipal ou assistant parlementaire, ou etc. etc. Une des clés du succès de Macron, dans une société qui, au fond, n'avait quand même pas beaucoup de vision, sauf le dégagisme. C'était la chose qui était commune à presque tous les candidats. On les fait partir. Macron, il a pointé de manière précise la nature du dégagisme. Et comment il l'a fait? Par un système de militants qui, eux, sont allés au-devant de la fameuse société, pas civile d'ailleurs, la société tout court, pour dire, bon,
Sur ce sujet-là. Et après, on en a fait quelque chose. Je ne dis pas que ce soit l'idéal, il y a mieux à faire, mais c'est en tout cas un commencement qui est indispensable. En quoi est-ce que le Parti socialiste est capable de faire ça? Moi, je pense que, quel qu'il soit, ils devraient décider qu'ils font une grande cure de silence et qu'ensuite, c'est sur des propositions, aussi bien des propositions d'organisation du parti et de son militantisme, que sur une vision de la société. Parce que, enfin, ça nous serait utile quand même d'avoir des gens qui proposent une autre vision de la société, ne serait-ce que parce que vivre sous une seule vision de la société, c'est pas extrêmement profitable, ni agréable, ni dynamique. Et que quand on a un président de la République qui est un grand partisan du dynamisme, je pense que lui aussi devrait souhaiter d'avoir enfin des adversaires. Alors il y a un autre parti qui a des angoisses existentielles, c'est le Front National, qui s'interroge lui carrément sur le point de savoir s'il doit ou non changer sa dénomination. Alors je vous résume rapidement les forces en présence. Marine Le Pen, elle est favorable à un changement de nom. Son père vient de déclarer il y a quelques minutes que ce serait une trahison. Quant à Gilbert Collard, en fait il a changé d'avis. Le député PS du Gard, au début, pensait que le changement de nom, c'était une bonne idée. Député FN du Gard. Et puis, désormais, il a un peu changé d'avis. Écoutez, c'était ce matin chez nos confrères d'LCP. Je pensais que changer de nom favoriserait le processus de dédiabolisation. Et puis, je me rends compte que, de toute manière, quel que soit notre nom, même si on s'appelait l'abbé des anges, on nous stigmatiserait, on nous diaboliserait, parce que c'est un instrument, la diabolisation, dont les partis dits de pouvoir ont besoin pour s'entendre. On ne dédiabolisera pas, ils n'arrêteront pas. Ça ne permettra pas de faire des alliances Les alliances, on les fera avec le nom qu'on a, puis ceux qui ne veulent pas s'allier à nous, tant pis pour eux. Denis Tinac, c'est un faux problème, cette histoire de nom, ou bien c'est en fait un symbole fort, ce serait un symbole fort de changer le nom? C'est pas un faux problème. Je crois qu'il faudrait que les Républicains, le Parti socialiste et le Front National changent de nom parce que les mots, les idées, les êtres, les peuples aussi, hélas, s'usent. Bon, et là, c'est usé. Je crois d'ailleurs Manuel Valls, il y a plus de 10 ans, proposait déjà que le Parti socialiste s'appelle autre nom. Les Républicains, tout le monde est républicain, ça ne veut rien dire. Et le Front National, le Front National a du mal à se relever d'un échec terrible. Madame Marine Le Pen part à 29% dans les sondages et doit être en tête au premier tour des élections. Je ne pense pas qu'elle aurait eu la moindre chance d'être élue, mais elle aurait été en tête. Elle finit à 23%. Il y a ce débat catastrophique qui achève de délégitimer le frontisme. Je crois que je vais pas m'occuper de ce parti, mais je crois qu'ils auraient intérêt à le changer. Alors, est-ce que ça suffirait pour conjurer un déclin qui donne l'impression quand même d'être un peu programmé dans l'air du temps? C'est autre débat. De point de vue d'internaute, Farouk Moulaoui qui nous dit pas la peine de changer de nom, ce n'est pas le nom qui déplaît. Et Piotr qui nous dit avec le départ de Philippot, le Front National change déjà. Est-ce votre avis, Alexis Lacroix? Oui, quand même. Alors oui, évidemment. Attendez, on va y venir. Bien sûr qu'il change. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais je suis quand même nominaliste. Est-ce qu'il change de nom? Attendez, je suis nominaliste comme Denis Tinac. Je pense que, en plus, le philippotisme. C'était quoi le philippotisme? C'était un souverainisme triangulant, comme on dit chez les sondeurs et chez Patrick Buisson, les meilleures idées du chevènementisme. Donc c'est vrai que cette aventure-là, qui était un pari, c'était pas seulement d'ailleurs un pari électoral, c'était aussi un pari idéologique. C'était l'idée qu'on pouvait transformer un peu de l'extérieur, avec l'adjonction de 2-3 cerveaux, Philippot et ses conseillers, on pouvait transformer une formation dont l'histoire, le nom mais aussi l'histoire, ont partie liée avec l'ontologie de l'extrême droite. Donc Philippot a fait ce pari, il l'a perdu, aujourd'hui il est parti, et Marine Le Pen, officiellement, mais je crois qu'on ne peut pas la croire, dit qu'elle ne le regrette pas. Le fait est qu'en fait elle le regrette car elle se retrouve, et là j'en viens à votre question Guillaume, elle se retrouve en face à face avec des gens dont elle considère, à tort ou à raison, ce n'est pas un jugement de valeur sur les personnes, mais que ce sont ses ennemis mortels et qu'ils sont les représentants de la vieille extrême droite de son père. C'est le jeune Nicolas Bay, c'est des gens comme ça, des identitaires extrêmement farouches et extrêmement déterminés. Donc c'est vrai qu'il se pose une question de direction du Front National, pas qui le dirige, mais dans quelle direction va-t-il? Ce que vous dites, je comprends bien, c'est on change le nom à condition de changer la ligne aussi. Moi, je ne suis pas spécialement pour changer le nom. Je constate simplement que cette question émerge à un moment où effectivement ils sont dans la panade idéologique. Ils ne savent pas où ils vont aller. Et ça commence par tout simplement car quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, ça me réjouit parce que je suis contre le Front National, donc leurs problèmes me réjouissent. Mais ça commence par quelque chose de très simple. Quelle est la relation
avec la droite républicaine et avec celui qui demain va l'incarner. On sent bien qu'au sein même de la famille des identitaires du Front National, c'est-à-dire des ennemis historiques de Marine Le Pen et de Philippot, il y a un débat. Certains sont pour tendre la main à Wauquiez, entre nous, Marion Maréchal Le Pen, backstage, faussement retirés des voitures et qui continuent à conseiller cette stratégie. Donc demain, une sorte d'union des droites refondue à la Jean-Francophilie. Et puis il y en a d'autres qui sont plus radicaux, plus populistes aussi, qui ne veulent surtout pas d'une jonction avec la droite républicaine. C'est ça les vraies questions. S'ils décident de tourner définitivement la page du souverainisme, disons, cégétiste de Philippot, ils ont intérêt, pour ouvrir une nouvelle ère, à changer de nom. Mais je crois que pour l'instant, surtout, ils ne sont absolument pas au clair sur la stratégie politique. C'est vrai Farouk nous demande quel serait le nouveau nom si le Front National changeait de nom. C'est vrai Parti sans laisser d'adresse. Parti sans laisser d'adresse, alors que le droitiste nous dit on pourrait appeler ça le Front familial. Guillaume. Ouais. Pardon, je dirais qu'il y a un sujet quand même, il y a deux sujets qui m'intéressent, et j'ai l'impression qu'elle veut changer de nom pour conjurer le départ de celui qui voulait changer le fond. Et donc voilà, donc c'est une espèce de maquillage total. Et puis maintenant que le père dit qu'il n'est pas d'accord pour changer de nom, je pense que ça va activer son désir de changer de nom, parce que n'empêche qu'elle n'en finit pas de le tuer, ce pauvre père. Donc à mon avis, sans faire de la psychanalyse de bas étage, je pense que là il y a quelque chose, il y a un enjeu amusant. Mais parmi les noms qui ont été cités, on parle de parti patriote, je ne sais pas si c'est vraiment mieux, ou l'Alliance nationale. J'ai entendu. Mais je trouve que sur le fond, il y a cet enjeu de l'élection européenne de 2019. Rappelons-nous du résultat qu'elle a obtenu en 2014, qui est quand même, c'était avant-hier, donc elle a quand même gagné 24 des 74 sièges français. Enfin, je veux dire, on était dans une période d'immense... Elle était arrivée en tête. Hein, elle est arrivée en tête à 24,5%, je crois, et elle avait gagné 24 sièges sur 74, donc c'est énorme. Et je veux dire, aujourd'hui, les pronostics, ce que les premiers sondages laissent penser que c'est vraiment un passé qui sera lié au Front National, mais qui ne sera jamais mis au crédit de son nouveau nom. Un passé qui tourne au passif. Philippe Meillat a un avis sur cette question? Ça se passe ailleurs maintenant, au fond, cette affaire. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu nous, ce sont les médias, notamment les médias électroniques, qui continuent à donner à Marine Le Pen et à Gilbert Collard une existence, à mon avis, très supérieure à celle au poids qu'ils pèsent réellement. Parce que, comme l'a dit Alexis Lacroix et comme l'a dit Guillaume, je m'aperçois que j'appelle les femmes par leur prénom et les hommes avec leur nom de famille. À la limite de la correction, je crois que je vais sortir tout de suite et aller me pendre. Ça n'enlève rien à votre estime pour Guillaume de Monjou. Mais, exactement. Donc, comme Guillaume de Monjou et Alexis Lacroix l'ont dit, je pense qu'entre Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot et Wauquiez, c'est là où les choses se passent. Donc ça va se recomposer quelque part de ce côté-là, et pendant ce temps-là, le reste de l'héritage Le Pen, parce qu'au fond, c'est le parti de Le Pen. C'est l'idée, je ne sais pas lequel d'entre nous a dit le Front familial, mais c'est un des... C'est un internaute, c'est le droitiste qui nous a dit. Il a raison. Sur le fond, bon, il est certain que au plan européen, voire mondial, un certain populisme, un certain souverainisme, des valeurs conservatrices, attention à la tradition, à la mémoire, en train de gagner. On peut appeler ça droite en mettant beaucoup de guillemets. Bon, et de ce point de vue-là, la droite, ce sera ce qu'était le Front républicain, ce qu'on appelle la droite impériale, c'est Wauquiez. C'est vrai. Wauquiez n'a jamais eu et n'aura jamais de relation politique avec le Front National. On fera semblant de croire qu'il a pour essayer de le gêner. Alors, est-ce que le Front National va se déliter et ses électeurs viendront à Wauquiez ? Ça nous mettra fin à une parenthèse de 30 ans de vie politique qu'il a complètement perturbé, cette vie politique démocratique française. Je crois que ça sera pas un mal, soit il n'y arrivera pas. J'en sais rien. En tout cas, ce qui handicape beaucoup, c'est quand même le parti, il reste en voie presque le premier parti de France au premier tour, Front National. Donc faut pas enterrer cet électorat qui sont des gens qui sont très malheureux et qui sera pas facile à... Ouais. Faudra lui donner des gages quand même pour qu'il aille ailleurs. Le problème, c'est que c'est un parti de famille, quoi. Et que ce soit Marine, c'est la mère ou la fille ou la petite fille de Jean-Marie. Mais il y a plus que des nuances, mais n'empêche que ça colle, quoi. Donc un parti qui repartirait à zéro avec un autre nom, bon, ça sera pas facile, que ce soit pour Marine ou pour d'autres. Merci Denis, je laisse le dernier mot sur ce sujet, en tout cas à nos internautes. Flo Dupont qui nous dit, il me semble que si le FN renommé ne fait pas le nettoyage de ses idéologies, il n'arrivera jamais à séduire la droite et n'aura aucun avenir. Il leur faudra expulser les anciens de Jean-Marie et donner un sacré coup de jeune au
parti. Je vous propose de traiter un autre sujet qui n'a absolument rien à voir, mais qui est tout aussi passionnant, voire peut-être même encore plus, pour l'avenir en tout cas de nos enfants. C'est celui des neurosciences. Vous savez, les neurosciences, les sciences cognitives, pour être tout à fait précis dans le terme, c'est un mélange de sciences diverses, la psychologie, la linguistique, les neurosciences justement, pour essayer de comprendre comment marche le cerveau entre autres de nos enfants. Est-ce qu'ils pourraient apprendre mieux à lire, à écrire, à compter si on les faisait mieux travailler? C'est en tout cas la conviction de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a nommé autour de lui un conseil scientifique qui est présidé justement par un spécialiste des sciences cognitives qui s'appelle Stanislas Dehaene. Guillaume de Monjou, est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir cet apport scientifique? Est-ce qu'il y a un moyen de relever le niveau de l'école française dont on sait que dans les classements internationaux, elle est de plus en plus mal classée? Moi, je ne suis pas du tout objectif. Je suis complètement fan de ces mesures de Blanquer. Je trouve qu'il est audacieux dans ses nominations. Il est exigeant sur le fond. Il réinstalle tout un tas de priorités qui semblent tomber sous le sens commun. Donc, je veux dire, qui sont pour moi... Je ne comprends pas comment l'école a pu fonctionner depuis 20 ans sans ces premiers registres qui sont la répétition, la dictée, le sens de l'erreur qui vous active l'envie d'apprendre, le désir d'attention des élèves, l'envie d'enlever les portables à l'adolescence. Boris Cyrulnik, pour la maternelle, c'est juste une idée de génie. On l'a interviewé il y a moins de 2 mois pour le Figaro Magazine. Il m'expliquait comment, à ce moment-là, comment l'enfant, justement, crée toute sa disposition à l'éveil, à l'enthousiasme, à l'élan de comprendre, d'apprendre, tout le caractère joyeux de l'apprentissage se noue dans ces premières années avant 5 ans, et que les écrans, l'espèce de mollesse qu'on avait laissé parfois apparaître dans les maternelles en formant mal les professeurs à ce goût pour le jeu, etc., était vraiment presque criminel. Donc en fait moi, je signe des 2 mains. J'ai des enfants en âge, en plus d'être dans cette... de Blanquer. Oui, alors là-dessus, je ne crois pas que je sois la plus objective. Je reste très vigilante parce que je regarde bien ce qu'il fait pour vraiment préparer les éventuelles critiques. Mais sur l'arrivée de ces sciences cognitives qui, comme vous le disiez très bien, mêlent aussi la psychologie, les émotions à l'école, je trouve que c'est je dis bienvenue. Alexis Lacroix, partagez-vous cet enthousiasme? Oui, je dois vous dire, on découvre en Blanquer, je crois, on découvre en Blanquer un grand pédagogue, à l'égal de ce qu'ont été dans l'histoire de la République, notamment de la Troisième République, des esprits comme Jean Zay ou comme Buisson. C'est un très grand Ferdinand monsieur. Buisson, Ferdinand, naturellement. C'est un très grand monsieur. C'est un très grand monsieur Blanquer. Et je crois qu'effectivement, là, je rejoins complètement Guyonne, décidément. Je crois qu'il a tout compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas défendre de manière hémiplégique les humanités, et il le fait bien. Mais si on ne s'intéresse pas par ailleurs au déficit de culture scientifique des élèves, et donc introduire des sciences cognitives de cette manière-là, dès les premières années de la scolarité, c'est formidable. C'est formidable, et ça sera aussi formateur, je pense, d'une souplesse des cerveaux des élèves français qui parfois leur fait défaut, notamment, je pense, dans la compétition internationale, par rapport à certains Américains et par rapport à certains émergents. Donc de tout point de vue, je pense que Blanquer, pour l'instant, Blanquer, c'est je crois, quand on est républicain comme moi, c'est la très bonne nouvelle du macronisme. C'est-à-dire qu'on pensait que le macronisme n'était pas un républicanisme. Il apparaît quand même ces derniers temps que par Blanquer et par son intelligence de pédagogue, de grand pédagogue, le macronisme se rattache quand même au meilleur de la tradition républicaine française. Je crois qu'Alexis Lacroix est en train de trouver une manière non inopportune de faire la cour à Guyonne de Monjou. Bien vu. Est-ce que vous aussi, vous allez vous mettre sur ce registre, en tout cas du soutien à Jean-Michel Blanquer, pour le reste, à vos regards? Juste quand même, mai 68, c'était il y a 50 ans. Après mai 68, il y a dans la société en général, dans les médias, dans l'éducation, le triomphe d'un sociologisme qui est le sociologisme durkheimien, bourdivin, c'est-à-dire l'homme est un fait social. En fait, l'homme est un produit de la société, Mérieux et d'autres. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a eu d'ailleurs récemment quelques livres qui s'élèvent contre ça, qu'il y a un retour d'une autre forme de sociologie, plutôt weberienne, enfin bon, c'est pas le lieu, mais où l'homme est considéré comme un acteur de son propre destin, évidemment pas comme un acteur qui n'a pas à tenir compte des forces sociales. C'est très important, parce que le discours de type Durkheimo, Bourdivin, Mérieux, etc., a été
en partie un discours qui a eu des effets décourageants. Et donc, pour ceux qui maîtrisent moins bien les concepts, Blanquer, ça vous paraît le bon choix? Blanquer, c'est weberien. Enfin, c'est l'idée qu'en effet, il y a... Moi qui n'ai pas lu Max Weber, expliquez-moi pourquoi c'est bien. Parce que ce que Weber réintroduit dans l'analyse sociologique, c'est l'importance de l'acteur, c'est l'importance de l'individu, c'est la capacité de l'individu à devenir, évidemment pas tout seul et pas comme ça, par la grâce de je ne sais quel Saint-Esprit, à devenir l'acteur de son propre... Mais les pédagogistes aussi voulaient ça. Ils disaient il faut remettre l'enfant au centre du système. Non, ça, remettre l'enfant au centre du système, c'est une phrase, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, remettre l'enfant, personne ne va faire une pédagogie en disant qu'il faut mettre l'enfant à la périphérie du système. Donc, la question mais vraiment qui imprègne, et encore, ça imprègne encore beaucoup de gens. Et moi, je l'ai vu, j'ai seulement arrêté d'enseigner l'année dernière, mais j'enseignais depuis un très grand nombre d'années, chez beaucoup d'étudiants, quelle que soit leur origine, leur formation, etc., cette idée que l'homme est un fait social, que l'homme est produit par la société, que c'est votre héritage social qui conditionne le destin que vous pouvez avoir. Les héritiers, pour reprendre le titre fameux d'un livre qui en mai 68 avait été l'un des éléments qui avait contribué à la torréfaction des étudiants, cette idée qu'il n'y a que des héritiers et que des héritages, qui est une idée qui, il faut bien dire, séduit beaucoup, notamment ce corps intermédiaire que nous sommes, c'est-à-dire les médias. C'est agréable d'avoir comme ça, il y a les bons, il y a les méchants, mais il y a aussi... Il y a une sorte de déterminisme. Il y a un déterminisme, et à partir de là, c'est-à-dire on a affaire à une société tout à fait différente. On voit bien que là, Blanquer est en phase avec quelque chose qui, à l'intérieur de la société, se rebelle contre cette idée du déterminisme, même s'il n'y a pas besoin d'avoir lu ni Durkheim ni Max Weber. Là, je faisais mon intéressant pour montrer que j'avais fait des études de sociologie afin que tout le monde puisse le savoir. Le savoir, et à Nanterre et en mai 68. Bilu nous dit, waouh, comme c'est Blanquer, personne de droite ne crie. Je ne sais pas si Alexis Lacroix est devenu de droite et que c'est pour ça qu'il ne crie pas. Moi, c'est vraiment pas le cas. Je ne suis peut-être pas le représentant le plus chimiquement pur sur vos plateaux, Guillaume, de la droite, mais en revanche, j'observe comme commentateur, disons, politique, que Jean-Michel Blanquer, au-delà du grand pédagogue qu'il est, pour les raisons que Philippe vient de dire, c'est aussi un homme politique de la Macronie qui tend une main fraternelle à la droite ouverte. Et donc ça, il est très précieux politiquement aussi pour Macron. Et nous laisserons le dernier mot à un représentant de la droite ouverte, Denis Tillina. Je ne suis pas le représentant attitré de quelque droite que ce soit. Alors si... Je ne connais rien aux sciences cognitives, donc je n'en dirai rien. Si Blanquer, que je ne connais pas davantage, permet de rompre avec le pédagogisme incarné ces 30 dernières années par M. Mérieux, je crois que nos enfants s'en porteront plutôt mieux. Je ne veux pas laisser dire que Ferdinand Buisson était un grand pédagogue républicain, c'était un idéologue obtus. Vive Jules Ferry, vive Jean Zay, mais pas Ferdinand Buisson. C'est un autre débat. Il voulait créer une nouvelle religion, c'est ça? Oui. Robespierre avait essayé aussi, ça ne marche pas. Ça. Je ne suis pas d'accord avec Denis. C'est rare. Hein. Un débat sur Ferdinand Buisson serait très intéressant. Oui. Eh bien, écoutez... Belkacem en était la dernière disciple avec Payon. Quand on vous disait que... ce socialisme-là, il vaut mieux qu'il disparaisse. Quand on vous disait que d'un point de vue, ça volait haut, on ne vous mentait pas. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est terminé pour ce soir, mais Point de vue revient dès demain, même heure, même endroit. Bonsoir à tous.